Somnifère, le podcast. L'absurde absolu pour un être humain, c'est de se retrouver vivant sans raison de vivre, écrit Régine Deforge. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 25 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui a perdu sa joie de vivre et tente de retrouver un sens à son existence. C'est une excellente nouvelle de Maupassant intitulée Du chou. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va tenter ce soir de faire un petit reset et de complètement déconnecter de la journée qui vient de se passer. Peu importe ce qui se passe en ce moment chez vous, ou au travail, ou dans vos relations, on va tourner ensemble la page de cette journée et se préparer à plonger dans un sommeil réparateur. Prenez un instant pour vous installer confortablement, peu importe la position, tant qu'elle est confortable pour vous. À présent, prenez un moment pour rassembler tout ce qui vous pèse ou tout ce qui vous stimule et mettez tout ça dans une petite boîte de votre esprit que vous prenez le soin de bien fermer à clé. En réalité, peu importe ce qui vous tracasse, ça n'a pas d'importance maintenant, ça ne changera rien d'y penser, ça attendra demain. Prenez un moment pour mentalement remplir votre boîte et refermez-la à double tour. Commencez par prendre une grande inspiration en comptant mentalement jusqu'à 4 et expirez en comptant mentalement jusqu'à 4 également. À nouveau, une grande inspiration en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 4 également. Prenez à présent une respiration calme et naturelle. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos mains sur votre ventre. Quand vous êtes prêt, je vais vous demander de visualiser votre corps comme si vous vous trouviez au plafond. Gardez les yeux fermés et tentez de visualiser le plus fidèlement possible la position dans laquelle vous vous trouvez, la manière dont vous êtes allongé, vos cheveux sur l'oreiller, la couleur de vos draps, de votre thé, ce qui se trouve sur votre table de nuit. Tentez de visualiser le décor, vous au milieu, de la manière la plus fidèle possible, comme pour prendre une photographie mentale de la pièce. Je vous laisse quelques instants pour le faire. À présent, imaginez qu'avec un gros feutre violet, vous dessinez les contours de votre corps sur le lit. C'est un feutre assez spécial, puisqu'à mesure que vous dessinez, les parties de votre corps concernées semblent s'envelopper d'une douce quiétude. Vous commencez en posant la pointe du feutre au niveau de votre hanche droite et vous redescendez lentement le long de votre jambe, en faisant bien attention à être précis et appliqué.
puis au niveau du pied et des doigts de pied dont vous faites le contour un à un. Puis en remontant le long de votre jambe, avant de redescendre une nouvelle fois. Et de faire le contour de votre pied et de vos doigts de pied, un à nouveau. À présent, vous remontez lentement, avec précaution, en vous appliquant jusqu'à vos aisselles. Puis le contour de votre bras, puis de vos doigts, un à un. Avant de remonter lentement et de dessiner la courbe de votre épaule. De votre cou, puis de votre tête. Puis vous redescendez lentement et arrivez à nouveau au niveau de votre cou avant de redescendre délicatement la courbe de votre épaule. Puis de votre bras. Et enfin chacun de vos doigts. Vous remontez lentement, comme gracieusement, jusqu'aux aisselles. Et enfin, vous redescendez avec soin jusqu'à votre point de départ. Prenez un moment pour sentir votre corps vibrer dans cette douce quiétude et notez comme c'est agréable et réconfortant. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, du chou. En descendant le grand escalier du cercle chauffé comme une serre par le calorifère, le baron de Mordiane avait laissé ouverte sa fourrure. Aussi, lorsque la grande porte de la rue se fut refermée sur lui, éprouva-t-il un frisson de froid profond, un de ces frissons brusques et pénibles qui rendent triste comme un chagrin. Il avait perdu quelque argent d'ailleurs, et son estomac depuis quelque temps le faisait souffrir, ne lui permettait plus de manger à son gré. Il allait rentrer chez lui, et soudain la pensée de son grand appartement vide, du valet de pied dormant dans l'antichambre, du cabinet où l'eau tiédie pour la toilette du soir chantait doucement sur le réchaud à gaz, du lit large, antique et solennel comme une couche mortuaire, lui fit entrer jusqu'au fond du cœur, jusqu'au fond de la chair, un autre froid plus douloureux encore que celui de l'air glacé. Depuis quelques années, il sentait s'appesantir sur lui le poids de la solitude qui écrase quelquefois les vieux garçons. Jadis, il était fort, alerte et gai, donnant tous ses jours au sport et toutes ses nuits aux fêtes. Maintenant, il s'alourdissait et ne prenait plus plaisir à grand-chose. Les exercices le fatiguaient, les soupers et même les dîners lui faisaient mal. Les femmes l'ennuyaient autant qu'elles l'avaient autrefois amusé. La monotonie des soirs pareils, des mêmes amis retrouvés au même lieu, au cercle, de la même partie avec des chances et des déveines balancées, des mêmes propos sur les mêmes choses, du même esprit dans les mêmes bouches, des mêmes plaisanteries sur les mêmes sujets, des mêmes médisances sur les mêmes femmes, l'écœuraient au point de lui donner par moments de véritables désirs de suicide. Il ne pouvait plus mener cette vie régulière et vide, si banale, si légère et si lourde en même temps, et il désirait quelque chose de tranquille, de reposant, de confortable, sans savoir quoi. Certes, il ne songeait pas à se marier, car il ne se sentait pas le courage de se condamner à la mélancolie, à la servitude conjugale, à cette odieuse existence de deux êtres qui, toujours ensemble, se connaissent jusqu'à ne plus dire un mot qui ne soit prévu par l'autre, à ne plus faire un geste qui ne soit attendu, à ne plus avoir une pensée, un désir, un jugement qui ne soit deviné. Il estimait qu'une personne ne peut être agréable à voir encore que lorsqu'on la connaît peu, lorsqu'il reste en elle du mystère, de l'inexploré, lorsqu'elle demeure un peu inquiétante et voilée. Donc, il lui aurait fallu une famille qui n'en fût pas une, où il aurait pu passer une partie seulement de sa vie, et de nouveau le souvenir de son fils le hanta. Depuis un an, il y songeait sans cesse, sentant croître en lui l'envie irritante de le voir, de le connaître. Il avait eu dans sa jeunesse, au milieu de circonstances dramatiques et tendres, l'enfant qui fut envoyé dans le Midi et qui avait été élevé près de Marseille sans jamais connaître le nom de son père. Celui-ci avait payé d'abord les mois de nourrice, puis les mois de collège, puis les mois de fête, puis la dot pour un mariage raisonnable. Un notaire discret avait servi d'intermédiaire sans jamais rien révéler. Le baron de Mordiane savait donc seulement qu'un enfant de son sang vivait quelque part aux environs de Marseille, qu'il passait pour intelligent et bien élevé, qu'il avait épousé la fille d'un architecte entrepreneur dont il avait pris la suite. Il passait aussi pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi n'irait-il pas voir ce fils inconnu, sans se nommer, pour l'étudier d'abord et s'assurer qu'il pourrait au besoin trouver un refuge agréable dans cette famille? Il avait fait grandement les choses,
donner une belle dot acceptée avec reconnaissance. Il était donc certain de ne pas se heurter contre un orgueil excessif, et cette pensée, ce désir reparu tous les jours de partir pour le midi, devenait en lui irritant comme une démangeaison. Un bizarre attendrissement d'égoïste le sollicitait aussi à l'idée de cette maison riante et chaude au bord de la mer, où il trouverait sa belle-fille, jeune et jolie, ses petits-enfants aux bras ouverts, et son fils, qui lui rappellerait l'aventure charmante et courte des lointaines années. Il allait, songeant à tout cela, la tête enfoncée dans son col de fourrure, et sa résolution fut prise brusquement. Un fiacre passé, il l'appela, se fit conduire chez lui, et quand son valet de chambre réveillé eut ouvert la porte, il lui dit « Louis, nous partons demain soir pour Marseille. Nous y resterons peut-être une quinzaine de jours. Vous allez faire tous les préparatifs nécessaires. » Le train roulait, longeant le Rhône sablonneux qui traversait des plaines jaunes, des villages clairs, un grand pays fermé au loin par des montagnes nues. Le baron de Mordiane, réveillé après une nuit en sleeping, se regardait avec mélancolie dans la petite glace de son nécessaire. Le jour cru du midi lui montrait des rides qu'il ne se connaissait pas encore, un état de décrépitude ignoré dans la demi-ombre des appartements parisiens. Il pensait, en examinant le coin des yeux, les paupières fripées, les tempes, le front dégarni. Bigre, je ne suis pas seulement défraîchi, je suis avancé. Et son désir de repos grandit soudain, avec une vague envie, née en lui pour la première fois, de tenir sur ses genoux ses petits-enfants. Vers 1h de l'après-midi, il arriva dans un landau loué à Marseille devant une de ces maisons de campagne méridionales, si blanches au bout de leur avenue de platanes qu'elles éblouissent et font baisser les yeux. Il souriait en suivant l'allée et pensait « Bigre, c'est gentil. » Soudain, un galopin de 5 à 6 ans apparut, sortant d'un arbuste, et demeura debout au bord du chemin, regardant le monsieur avec ses yeux ronds. Mordiane s'approcha. « Bonjour, mon garçon. » Le gamin ne répondit pas. Le baron, alors, s'étant penché, le prit dans ses bras pour l'embrasser, puis suffoqué par une odeur d'ail dont l'enfant tout entier semblait imprégné, il le remit brusquement à terre en murmurant « Oh, c'est l'enfant du jardinier. » Et il marcha vers la demeure. Le linge séché sur une corde devant la porte, chemise, serviettes, torchons, tabliers et draps, tandis qu'une garniture de chaussettes alignées sur des ficelles superposées emplissait une fenêtre entière, pareille aux étalages de saucisses devant les boutiques de charcutiers. Le baron appela. Une servante apparut, vraie servante du midi, sale et dépeignée, dont les cheveux par mèches lui tombaient sur la face, dont la jupe, sous l'accumulation des taches qui l'avaient assombrie, gardait de sa couleur ancienne quelque chose de tapageur, un air de foire champêtre et de robe de saltimbanque. Il demanda « Monsieur Duchou est-il chez lui ?» Il avait donné jadis par plaisanterie de viveur sceptique ce nom à l'enfant perdu afin qu'on n'ignorât point qu'il avait été trouvé sous un chou. La servante répéta « Vous demandez monsieur Duchoux ?»« Oui. Il est dans la salle qui tire ses plans. » « Dites-lui que monsieur Merlin demande à lui parler. » Elle reprit étonnée. « Et donc, entrez si vous voulez le voir. » Et elle cria « Monsieur Duchoux, une visite. » Le baron entra, et dans une grande salle assombrie par les volets à moitié clos,
il aperçut indistinctement des gens et des choses qui lui parurent malpropres. Debout devant une table surchargée d'objets de toutes sortes, un petit homme chauve traçait des lignes sur un large papier. Il interrompit son travail et fit 2 pas. Son gilet ouvert, sa culotte déboutonnée, les poignets de sa chemise relevés, indiquaient qu'il avait fort chaud et il était chaussé de souliers boueux, révélant qu'il avait plu quelques jours auparavant. Il demanda avec un fort accent méridional. « À qui ai-je l'honneur ?»« Monsieur Merlin, je viens vous consulter pour un achat de terrain à bâtir. »« Très bien. » Et Duchou se tournant vers sa femme, qui tricotait dans l'ombre. « Débarrasse une chaise, Joséphine. » Mordiane vit alors une femme jeune qui semblait déjà vieille, comme on est vieux à 25 ans en province, faute de soins, de lavage répété, de tous les petits soucis, de toutes les petites propretés, de toutes les petites attentions de la toilette féminine qui immobilisent la fraîcheur et conservent, jusqu'à près de 50 ans, le charme et la beauté. Un fichu sur les épaules, les cheveux noués à la diable, de beaux cheveux épais et noirs, mais qu'on devinait peu brossés, elle allongea vers une chaise des mains de bonne et enleva une robe d'enfant, un couteau, un bout de ficelle, un pot à fleurs vides et une assiette grasse demeurée sur le siège, qu'elle tendit ensuite au visiteur. Il s'assit et s'aperçut alors que la table de travail de Duchou portait, outre les livres et les papiers, 2 salades fraîchement cueillies, une cuvette, une brosse à cheveux, une serviette, un revolver et plusieurs tasses non nettoyées. L'architecte vit ce regard et dit en souriant : « Excusez, il y a un peu de désordre dans le salon, ça tient aux enfants. » Et il approcha sa chaise pour causer avec le client. « Donc vous cherchez un terrain aux environs de Marseille. » Son haleine, bien que venue de loin, apporta au baron ce souffle d'ail qu'exhalent les gens du Midi. Mordiane demanda : « C'est votre fils que j'ai rencontré sous les platanes ? » ?»« Oui, le second. »« Vous en avez 2 ? » ?»« 3, monsieur, un par an. » Et Duchou semblait plein d'orgueil. Le baron pensait : s'ils fleurent tous le même bouquet, leur chambre doit être une vraie serre. Il reprit : « Oui, je voudrais un joli terrain près de la mer, sur une petite plage déserte. » Alors Duchou s'expliqua. Il en avait 10, 20, 50, 100 et plus de terrains dans ces conditions, à tous les prix, pour tous les goûts. Il parlait comme coule une fontaine, souriant, content de lui, remuant sa tête chauve et ronde. Et Mordiane se rappelait une petite femme blonde, mince, un peu mélancolique et disant si tendrement : « Mon cher aimé », que le souvenir seul avivait le sang de ses veines. Elle l'avait aimé avec passion, avec folie, pendant 3 mois. Puis devenue enceinte en l'absence de son mari qui était gouverneur d'une colonie, elle s'était sauvée, s'était cachée, et perdue de désespoir et de terreur jusqu'à la naissance de l'enfant que Mordiane avait emporté, un soir d'été, et qu'il n'avait jamais revu. Elle était morte de la poitrine 3 ans plus tard, là-bas dans une colonie de son mari qu'elle était allée rejoindre. Il avait devant lui leur fils, qui disait en faisant sonner les finales comme des notes de métal : « Ce terrain-là, monsieur, c'est une occasion unique. » Et Mordiane se rappelait l'autre voix, légère comme un effleurement de brise, murmurant : « Mon cher aimé, nous ne nous séparerons jamais. » Et il se rappelait ce regard bleu
doux, profond, dévoué, en contemplant l'œil rond, bleu aussi, mais vide de ce petit homme ridicule qui ressemblait à sa mère pourtant. Oui, il lui ressemblait de plus en plus de seconde en seconde. Il lui ressemblait par l'intonation, par le geste, par toute l'allure. Il lui ressemblait comme un singe ressemble à l'homme, mais il était d'elle. Il avait d'elle 1000 traits déformés, irrécusables, irritants, révoltants. Le baron souffrait, hanté soudain par cette ressemblance horrible, grandissant toujours, exaspérante, affolante, torturante comme un cauchemar, comme un remords. Il balbutia. « Quand pourrons-nous voir ensemble ce terrain ? » « Mais demain, si vous voulez. »« Oui, demain. Quelle heure ? » « 1 heure. »« Ça va. » L'enfant rencontré sous l'avenue apparut dans la porte ouverte et cria « Père !» On ne lui répondit pas. Mordiane était debout avec une envie de se sauver, de courir qui lui faisait frémir les jambes. Ce père l'avait frappé comme une balle. C'était à lui qu'il s'adressait, c'était pour lui ce père à l'ail, ce père du midi. Duchou le reconduisait. « C'est à vous, cette maison ?» dit le baron. « Oui, monsieur, je l'ai achetée dernièrement. Et j'en suis fier. Je suis enfant du hasard, moi, monsieur, et je ne m'en cache pas. J'en suis fier. Je ne dois rien à personne, je suis le fils de mes œuvres. Je me dois tout à moi-même. » L'enfant, resté sur le seuil, criait de nouveau, mais de loin. « Père !» Mordiane, secouée de frissons, saisie de panique, fuyait comme on fuit devant un grand danger. « Il va me deviner, me reconnaître, pensait-il. Il va me prendre dans ses bras et me crier aussi « Père !» en me donnant par le visage un baiser parfumé d'ail. « À demain, monsieur. »« À demain, 1 heure. » Le landau roulait sur la route blanche. Et il entendait 2 voix, une lointaine et douce, la voix affaiblie et triste des morts, qui disait « Mon cher aimé », et l'autre sonore, chantante, effrayante, qui criait « Père !» comme on crie « Arrêtez-le !» quand un voleur fuit dans les rues. Le lendemain soir, en entrant au cercle, le comte d'Étreillis lui dit « On ne vous a pas vu depuis 3 jours. Avez-vous été malade ?»« Oui, un peu souffrant. J'ai des migraines de temps en temps. » Bonne nuit. Bonne nuit.